Et bonjour, bonsoir à tous. Je refais l'intro parce que la dernière fois c'était bien de la merde, donc... Voilà. Alors, toujours sur le concours des 10 ans, nous en étions la dernière fois à la proposition de concours de Timothom et d'Alwed. Je me suis rendu compte que malheureusement ma technique qui consistait à les lire dans l'ordre croissant des notes était complètement stupide, évidemment. On aurait pu s'en douter. Et donc on va les lire dans l'ordre alphabétique en sautant évidemment ceux qu'on a déjà lus ainsi que ma propre proposition, enfin notre propre proposition pour le moment, puisque c'est une collaboration avec Alwonder évidemment. Donc c'est parti, et nous allons aller sur... A few moments later. Bien, alors après tout ce temps, parce que j'avais dit que je le ferais beaucoup plus tôt, mais finalement je ne l'ai pas fait pour diverses raisons, la proposition de Charlemagne, SCP-500-FR, la flèche de Ouche. Alors, image, c'est de moi. Ok, donc il y aura une image. Il y aura une image. Dans la tier list, j'ai pas, en passant très rapidement sur le rapport, j'ai pas trouvé d'image. Donc je l'ai mis, j'ai mis l'image de Charlemagne en fait. Alors, niveau de menace orange, classe Keter. Ah ça j'aime bien. J'aime bien les anomalies qui sont très très difficilement confinables, mais qui sont pas dangereuses. C'est un combo que j'aime bien. Genre un Keter vert, par exemple, ce serait quelque chose que je trouve très très amusant. Procédure de confinement spécial. Information manquante, CF addendum 500C. Ah bah là on se fait pas chier putain. Je trouve ça étonnant par contre de ne pas mettre le FR dans le nom des addenda. Parce que le 500 fait référence à 500 FR, mais ne pas mettre le 500 FR dans le nom de l'addendum est un petit peu étrange. En cas d'urgence, merci de contacter le docteur Cochinambour. Alors moi ça marche bien, parce que mon pseudo n'a pas de... il n'y a pas de bêtises dedans. Typiquement, si Johannes, par exemple, le lisait, ça ferait merci de contacter le docteur Johannes. Ce serait un petit peu étrange. Description. SCP-500-FR est une zone interuniverselle mobile dérivant entre l'univers de référence standard, URS, et l'univers de poche connu sous le nom de 3 Portlands. L'observation directe et l'accès à SCP-500-FR sont extrêmement complexes en raison du fort différentiel de réalité entre les deux univers, mais demeurent néanmoins possibles sous certaines conditions par des individus correctement préparés et accoutumés à ce genre d'exercice. Les observations ou les traversées accidentelles par des civils ou des tiers sont également possibles, mais restent malgré tout extrêmement rares. Depuis l'URS, SCP-500-FR est généralement visible et ou accessible depuis les campagnes et les secteurs isolés entourant les villes de Portland dans l'Oregon, Portland dans le Maine et l'île de Portland au Royaume-Uni, mais dérive la plupart du temps au sein d'une vaste zone englobant toute la chaîne montagneuse des Pyrénées, la Catalogne et les Pays basques franco-espagnols. Je comprends pas. La zone, elle est en gros à la frontière franco-espagnole, mais on peut la voir depuis Portland dans l'Oregon, Portland dans le Maine et l'île de Portland. Je comprends pas tout. La zone composant SCP-500-FR est décrite comme une vaste étendue désertique de forme ovale, uniformément plate et stérile, sans aucune trace de végétation et très peu de relief minéral. C'est un disque, quoi. Le ciel au-dessus de la zone est d'un blanc brumeux sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agit d'un phénomène météorologique constant ou d'une particularité liée à la nature interuniverselle de l'endroit. SCP-500-FR ne possède aucun cycle jour-nuit et baigne continuellement dans une lumière terne et grisâtre provenant du ciel. J'aurais aimé des valeurs ou des choses comme ça. SCP-500-FR mesurerait entre 100 et 400 hectares, c'est pas mal, bien que l'estimation de sa surface fasse débat en raison de la présence d'un léger phénomène de distorsion spatiale non euclidien. Ah, c'est le retour du pavé sur le non euclidien. Fort heureusement ici, ça peut avoir du sens. Félicitations Charles.
Un mur en béton, mesurant entre 6 et 8 mètres de haut et coiffé de fils de fer barbelés, cerne environ 75% de la zone SCP-500-FR. Coiffé et... ouais. Ouais, ok. SCP-500-FR1 désigne la communauté de 871 êtres humains occupant la zone de SCP-500-FR. Mais il faut de quoi, c'est con? La population en question n'est ni originaire de l'univers, ni de la temporalité de 3 Portlands, mais s'y serait échouée fortuitement lors de l'incident connu sous le nom de la crise d'Eden Park. Rapport avec la marque... Rapport avec la marque Eden Park? Après une période d'hibernation de plusieurs milliers d'années au moins. CF addendum A et B. La majorité des instances de SCP-500-FR1 présentent des caractéristiques physiques communes aux peuplades originaires d'Afrique orientale, de la péninsule arabique et dans une moindre mesure de l'ensemble du bassin méditerranéen. D'un point de vue ethnographique, le langage, les pratiques religieuses et le niveau de connaissances occultes et de croyances pseudo-scientifiques de SCP-500-FR1 permettent de les identifier comme appartenant à l'une des nombreuses sous-cultures de la civilisation marawite. Aucune instance de SCP-500-FR1 ne présente de capacité anormale à proprement parler, mais un petit nombre d'entre elles, qui semblent également appartenir à la caste dirigeante et ou religieuse du groupe, disposent cependant de connaissances et de compétences avancées en technotomaturgie primitive et en théomancie. Ok, c'est des magiciens, quoi. En raison de l'éloignement progressif de SCP-500-FR dans la zone périphérique à faible densité de réalité autour de 3 Portlands, on estime qu'une large portion de SCP-500-FR1 souffre d'un symptôme d'hyptoncie aiguë. Bien que bénéficiant d'une aide humanitaire de la part d'une partie de la population de la ville, de la fondation caritative de la manne et d'une encre de réalité de Scranton prêtée par l'unité des incidents inhabituels du FBI, l'espérance de vie des instances de SCP-500-FR1 est estimée à XX mois au maximum. Normal ce XX? À la date de lecture de ce rapport, si la situation humanitaire demeure constante. Qu'est-ce que c'est par Clipton aussi? C'est peut-être l'hypodontie. Du coup, ils ont pas de dents, quoi. Un peu étrange. Il y a ces deux fautes-là, malheureusement, elles jouent pas mal dans la compréhension de ce que t'écris, Monsieur Mania. Bien qu'au courant de la situation, le conseil municipal de 3 Portlands semble jusqu'à présent n'avoir pris aucune mesure concrète pour déléguer la situation. SCP-500-FR2 est l'individu soupçonné d'avoir provoqué la venue, ou précisément l'animation de SCP-500-FR1 dans l'univers de poche de 3 Portlands. Il s'agirait d'un certain Abraham Zioletta, 8 ans, fils de Iñaki Zioletta et de Maureen Macmillan, habitant de 3 Portlands d'origine basque. SCP-500-FR2 et sa famille auraient quitté le territoire de 3 Portlands suite à l'incident de la crise d'Eden Park et sont aujourd'hui activement recherchés par la fondation SCP, l'unité des incidents inhabituels. Et alors, soit il y a un et ici, soit il manque un troisième truc. Bon. Alors, apparition de SCP-500-FR1 et crise d'Eden Park. Coupure de presse du 27/04/2025. On est dans le futur. Le document suivant est un article publié dans le quotidien triportlandais The Casual Breakfast et relate l'arrivée initiale de SCP-500-FR1 dans l'univers de poche de 3 Portlands. C'est marrant, ils mettent les prix en livres sterling et en dollars, comme Marshall Carter and Dark, le 27 avril 2025. Un mystérieux artefact tombé du ciel, découvert à Eden Park. Ce dimanche matin, vers 7h, les leftos du quartier d'Unreal-Side ont pu observer et entendre la chute d'un mystérieux objet tombant non identifié, qui aurait traversé le dôme de réalité, de majuscule réalité, au-dessus de la ville avant de s'écraser au milieu du gazon de l'Eden Park, un espace vert provisoire situé dans le 9e cadran de la ville, et dont la sortie de la zone d'influence de 3 Portlands était prévue pour le 9 septembre prochain environ. L'événement a naturellement provoqué l'inquiétude, puis la curiosité des riverains. Ça a traversé le ciel comme un caillou traverse la surface d'un étang, avec un bruit supersonique, témoigne Patrick Mahone,
étudiant à l'université Deer College, qui effectuait son footing routinier au moment des faits. Heureusement que c'est arrivé si tôt un dimanche. Vous imaginez si le parc avait été ouvert? Sûr qu'il y aurait eu des blessés. Tout d'abord, j'ai cru que la CMO nous envoyait une bombe nucléaire sur la tête. J'étais toute petite pendant la dernière guerre occulte et je n'ai pas oublié les bombardements. Témoigne Marie-Flore Gwynligogeri. Gwyngyl Gogeri, vendeuse de maté à la retraite. Puis, quand j'ai vu qu'on était toujours en vie, je me suis dit que des jeunes fripons avaient dû faire exploser un pétard banshee ou quelque chose comme ça pour faire peur aux braves gens, et j'ai immédiatement appelé la police. Cependant, les policiers et le cortège d'experts dépêchés sur place pour évaluer le danger ont bien vite constaté qu'il ne s'agissait ni d'un pétard banshee, ni moins d'une ogive transuniverselle de la CMO. Notre envoyé spécial, la sémillante Ginger Mahone, qui serait du coup de la même famille que le Patrick interrogé, décrit l'objet comme un long cylindre en vieux bronze bosselé, mesurant approximativement 2 mètres de long dans sa partie visible, et rappelant dans son apparence générale une flèche d'archer possédant un empennage en bronze également, et un fût d'une 30aine de centimètres de diamètre. Ah, une grosse flèche en bronze, quoi. Les traces de brûlure sont visibles sur toute la surface, mais l'artefact ne semble pas avoir été abîmé par sa longue chute. Cette flèche, actuellement plantée dans un cratère au centre de la pelouse du parc, n'a pas pu être déplacée et paraît tout à fait inamovible en dépit des efforts déployés pour la déloger ou la déterrer. C'est Excalibur. Interrogé par notre habile investigatrice sur leurs vains efforts pour extirper l'objet de sa position, les experts ont confessé leur impuissance à Miss Mahone. Oui, nous avons essayé de creuser tout autour. Oui, nous avons tiré dessus avec une grue. Oui, nous avons essayé la télékinésie et la manipulation de réalité. Répond sur un ton légèrement agacé le professeur Henry Shee de Deer College. Que voulez-vous que je vous dise? Ça ne bouge pas, voilà tout. Au bout d'un moment, je suis thaumaturge, moi, pas magicien. J'aime beaucoup ce genre de blague. Pour l'heure, nous savons que le département de police a levé le cordon de sécurité autour du cratère et que de nombreux badauds sont déjà attirés par cet étrange objet qui fait déjà naître les hypothèses les plus farfelues, qui semblent bien parties IES, pour s'inscrire durablement dans le paysage provisoire d'Eden Park. Non, qui semble bien parti, c'est l'objet, d'accord. Oui. Donc en effet, Ginger Mahone, envoyé spécial pour The Casual Breakfast. Coupure de presse du 31-05, donc on est un peu plus d'un mois après. Un petit garçon découvre le secret de la flèche d'Eden Park. Nouvel épisode sensationnel dans l'affaire de l'objet tombant non identifié. On se souvient naturellement de l'histoire de ce mystérieux artefact fléchiforme qui défigura par sa chute la pelouse du parc provisoire d'Eden, dans le quartier de l'Unreal Side. On se souvient également des tentatives infructueuses pour déplacer l'objet hors de son cratère. Nous anticipons donc votre surprise, cher lecteur, en vous apprenant que non seulement le bolide a finalement été déplacé, par un enfant qui plus est, mais qu'au surplus celui-ci l'a ouvert et en a libéré des êtres humains. C'est donc au petit Abraham Siloeta, 8 ans, fils unique d'Iñaki Siloeta et de Maika Etchegaray Siloeta, qui s'appelait Maureen Macmillan ici, honorable citoyen triportlandais originaire de la cité libre de Mirmande, dans les pays basques franco-espagnols, à qui revient l'honneur d'avoir percé le secret de l'objet. Notre envoyé spécial Ginger Mahone nous livre son entretien avec le jeune garçon sur l'affaire, en exclusivité totale pour The Casual Breakfast, avec l'aimable autorisation des parents du charmant bambin. Bonjour mon petit Abraham, je suppose que tu sais pourquoi cette bonne vieille tante Gingy vient te poser des questions aujourd'hui, n'est-ce pas? Je crois, oui. Papa et maman m'ont dit que vous étiez une dame qui écrit dans les journaux. Oh, tu es mignon mon lapin. Et oui, c'est mon métier. Et les bons abonnés du Casual Breakfast s'intéressent beaucoup à l'histoire de ta flèche et de ce que tu as fait avec. C'est que tu célèbres maintenant, Abe, presque autant que moi. Ça te fait plaisir d'être célèbre, mon lapin? Pas trop. Super! Mais trêve de bavardage. Tu te souviens du jour où la flèche tomba dans le parc, je suppose,
à côté de chez toi. Qu'est-ce que tu faisais ce jour-là? Je sais pas, je faisais dodo, je crois. Et puis j'ai regardé les dessins animés, et puis les dessins animés ont coupé pour parler du truc qui était tombé. Alors j'ai prévenu papa et maman, mais ils dormaient encore, alors j'ai joué au Lego. Édifiant! Maintenant, est-ce que tu pourrais me parler de comment tu as ouvert la flèche? Oui, c'était en rentrant de l'école. Il pleuvait, alors je me suis dépêché de rentrer à la maison. Et pour rentrer à la maison, il faut passer devant le parc. Le parc, il était ouvert, mais j'ai vu qu'il y avait personne à cause de la pluie. Et puis je suis pas rentré à la maison, mais je me suis dit qu'il fallait que j'aille dans le parc pour voir la flèche. C'est une drôle d'idée. Pourquoi tu as fait ça? Je sais pas, j'avais envie. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a quelque chose dans ma tête qui m'a dit que je devais aller voir la flèche. Moi, j'avais pas envie parce que j'avais l'impression que c'était une bêtise et que maman m'aurait drôlement attrapé si elle avait su que j'étais allé jouer au parc sous la pluie au lieu de rentrer. Mais c'était trop fort comme idée. Comme quand on vous dit, comme quand vous vous dites que vous allez manger du chocolat alors que c'est pas le goûter, mais que vous le faites quand même parce que vous devriez, mais alors que vous savez que vous devriez pas. J'aime beaucoup le chocolat. Vous aimez le chocolat, vous? Non, j'ai horreur de ça et en plus ça fait grossir. Tu veux bien qu'on finisse l'histoire? D'accord, donc je suis allé voir la flèche et j'ai touché pour voir en donnant un coup de pied dedans. Elle est tombée par terre. Et j'ai vu que le bout se dévissait, alors je l'ai dévissé. Comme ça, d'un seul coup, sans forcer? Oui. D'accord. Et ensuite, il y avait quelque chose dans la flèche, n'est-ce pas? Des graines. Des tas de graines. Tellement beaucoup que je pouvais pas les compter. C'était des graines un peu bizarres parce que j'avais l'impression qu'elles battaient un peu dans le creux de ma main et qu'elles étaient vivantes. Je me suis dit qu'il fallait que j'en plante une dans la boue parce que j'avais peur qu'elle s'abîme si on la laissait comme ça. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a un monsieur bizarre qui est sorti du sol. Il avait la peau noire, une tunique rouge et un roseau et un rouleau de papier ou de trucs à la main. Il avait l'air un peu surpris. Qu'est-ce qu'il... et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a remercié de l'avoir réveillé et qu'il était écrivain. Il dit qu'il était écrivain, quelque chose comme ça. Puis il m'a dit mon nom, que j'ai pas bien compris, et il s'est agenouillé dans la boue devant moi en faisant un tas de compliments bizarres. Tu comprenais ce qu'il disait? Oui. Nous précisons à nos lecteurs que la langue dans laquelle s'expriment les individus de la flèche a été identifiée comme du haut-marawite archaïque, une langue disparue depuis plus de 3000 ans. À l'heure actuelle, le seul triportlandais possédant quelques notions de cette langue est le professeur Gustave Marivé de la chaire d'ethnologie du Deer College. La manière dont le jeune Abraham Siloeta aurait appris cette langue aussi rapidement à un âge aussi jeune est aujourd'hui inconnue, note de la rédaction. Je vois. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? On a pris chacun une graine et on l'a plantée dans le sol. Cette fois, c'est une femme qui est sortie. Elle avait la peau noire aussi, un genre de robe brune et elle avait un faucille. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Il me semblait qu'on disait une faucille. Dans une main, il y a un bout de bois et un long bout de bois avec un autre bout de bois attaché à l'autre bout dans l'autre. Je crois que c'était une paysanne. Oui, ça c'est un fouet pour... Ça c'est un fléau pour battre le blé. J'ai l'impression. L'autre graine, ça a donné une fille de la même taille que moi. Elle avait pas la peau noire, mais elle était très bronzée. Et puis comme le monsieur, elles se sont agenouillées devant moi. Moi je commençais à être un peu gêné et puis j'avais un peu peur qu'elles se salissent dans la boue. Et je suppose que vous avez continué à planter des graines? Oui. À chaque fois, il y avait d'autres gens, des messieurs, des dames et des enfants, qui sortaient du sol avec des outils et des objets, se prosternaient devant moi, et on recommençait tous à planter des graines. Quand le dernier monsieur est sorti du sol, un jeune qui avait un arc, un couteau et une lance, la pluie s'est arrêtée. Le gardien du parc nous a trouvés là, et il avait l'air très surpris et pas trop content. Du coup, j'ai dit au revoir à tous ces gens, je suis rentré à la maison. Maman m'a grondé parce que j'étais tout mouillé, mais elle m'a pas puni parce qu'après la police est arrivée et qu'elle voulait me parler. Ensuite, je sais pas. Les policiers veulent pas que je rentre dans le parc pour aller voir les gens. C'est dommage, ils étaient bizarres, mais ils étaient très gentils avec moi. J'aime bien, j'aime bien cet extrait. J'aime beaucoup le fait que la journaliste soit un petit peu bizarre avec le gamin. Comme quand il dit ça se fait plaisir d'être célèbre et qu'il répond pas trop et elle répond super. Ou un peu ce genre de choses quand tu lui demandes si elle aime le chocolat et qu'elle répond que c'est dégueulasse. J'aime beaucoup le ton globalement de cette... c'est un peu absurde rigolo, j'aime bien. Suite à cela, notre enquêtrice s'est vue contrainte de mettre fin à l'entretien sous la pression de ses parents. Un entretien fragmentaire et difficile à suivre,
du fait du jeune âge de l'intéressé, mais que nous avons tâché de rendre CEO le plus fidèlement possible. Concernant les mystérieux individus, on en dénombre pas moins d'un millier. La municipalité a mis à leur disposition des équipements sanitaires, des tentes et approvisionnements quotidiens en nourriture et en médicaments, en vue d'établir un campement provisoire dans Eden Park, avec un K, vu qu'avant c'était écrit qu'un K, le temps de trouver une solution plus pérenne. Rappelons à nos lecteurs que le comité Genius Loci de la municipalité prévoit une expulsion d'Eden Park hors de la réalité de Trois Portlands pour septembre 2025 environ, note de la rédaction. Et ça, j'ai lu le rapport de Johannes et du coup, je sais ce que c'est. Et d'ici là, la rédaction du Casual Breakfast souhaite une chaleureuse bienvenue à nos hôtes et invite l'ensemble de ses abonnés et de ses concitoyens à leur apporter tout le soutien possible pour leur accompagner dans leur nouvelle vie. La suite des informations sur ces étranges étrangers continuera de paraître, chers lecteurs, dans votre journal préféré, à mesure que nous en prendrons connaissance. Ginger Mahone, envoyé spécial pour The Casual Breakfast. Compte rendu de la police du 6 juillet. Donc là, on est environ un mois après. Tout plus d'un mois après. Compte rendu de police concernant la crise d'Eden Park. 3 Portlands, le 6 juillet 2025. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les délégués des quartiers et corporations, conformément aux instructions du conseil, avec un S à instruction, veuillez trouver ci-dessous les informations que le département de police a pu récolter concernant l'affaire que vous savez. Premier, concernant le périmètre de confinement d'Eden Park, nous avons achevé aujourd'hui à 18h le périmètre de confinement du parc d'Eden. C'est bizarre d'appeler parfois ça Eden Park, parfois ça le parc d'Eden. Avec l'aide des experts de l'unité des incidents inhabituels du FBI et de nos propres forces de police, conformément aux instructions du conseil municipal. Toute entrée dans le parc est strictement interdite, exception faite pour les forces de police de l'U2I et des bénévoles autorisés de la Fondation caritative de la Manne, et les abords rigoureusement déconseillés à la population non humaine et aux humains disposant de facultés para-humaines. Deuxième, concernant l'affaire des meurtres d'Eden Park. Dans le cadre de l'enquête sur les meurtres de nos 14 concitoyens, nous avons procédé à l'arrestation de 5 individus appartenant à la communauté des fléchiers, qui se sont livrés d'eux-mêmes, malgré la réticence de leur père, après leur avoir signifié dans leur langue la menace d'une suspension des ressources humanitaires qui leur ont été accordées jusque-là. Le corps des 14 victimes ont été retrouvés sommairement enterrés dans le parc. Il est de notre devoir de signaler aux membres du conseil que des organes, des membres ou des ossements de la plupart d'entre eux semblent avoir été prélevés post-mortem dans un but inconnu. Interrogés sur le sujet, les suspects ont refusé de s'exprimer et d'indiquer ce qu'ils avaient fait des fragments de dépouilles manquants. Vous trouverez ci-dessous un tableau indiquant la catégorie des victimes. Para-humain, plieur de réalité. 6 victimes, foie, estomac et viscères prélevés. Un thaumaturge, une victime para-humaine thaumaturge, aucun organe prélevé. 3 cides, mains, pieds, langue, dents et organes génitaux prélevés. 2 métamorphes, moelle épinière et glande pinéale prélevées. Un golem affranchi, environ 10 kg de matière plastique et d'aluminium prélevé. Un esprit, de l'ectoplasme prélevé. L'enveloppe présentait des traces de strangulation. Il s'agit du premier cas d'entité intangible assassinée de cette manière par des humains, auquel est confronté notre laboratoire de médecine légale. Le processus par lequel les fléchiers ont pu étrangler un fantôme avant de le vider et de l'enterrer fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie. C'est vrai que c'est particulièrement absurde. Les membres du conseil constateront qu'il s'agit exclusivement d'individus non humains ou para-humains, ce qui nous oriente vers un scénario de crime anormalophobe, bien qu'aucune hypothèse ne soit exclue. Interrogés sur le sujet, les suspects avec un S ont également refusé de s'exprimer et gardent le silence. Troisième, concernant les manifestations populaires, le département de police a constaté la recrudescence de manifestations de soutien ou d'hostilité à l'encontre des fléchiers. Les premiers soutiennent que l'hostilité apparente de ces individus à l'encontre des individus non humains ou para-humains doit être corrigée par l'exemple et l'éducation humanitaire, et que les suspects ne devraient pas être amalgamés au reste de la population, hommes, femmes et enfants. Au cas où cette solution devait être retenue, le département de police souhaite rappeler aux membres du conseil que la zone d'Eden Park migrera bientôt hors de la zone de réalité de Trois Portlands,
et renouvelle sa question aux membres du conseil pour savoir s'ils n'ont pas reçu de nouvelles instructions concernant l'ancrage de la zone ou la relocalisation de la communauté, afin de pouvoir s'organiser en conséquence. Les seconds militent pour l'exclusion définitive des fléchiers hors de Tri-Portlands, parce que parfois ça s'appelle 3 Portlands, vers l'univers extérieur, leur mode de vie étant incompatible avec le modèle de société tri-portlandais. Le département de police insiste pour faire signifier aux membres du conseil que cette solution n'est pas la plus souhaitable, étant donné les rapports très tendus entre notre communauté et les grands organismes occultes de l'extérieur, qu'ils soient privés, comme la Fondation SCP, ou publics, comme la CMO. Le vice-directeur de l'U2I a également manifesté sa désapprobation à ce sujet. Bien que les frictions entre les deux mouvements soient jusqu'à présent demeurées épars et sans conséquences graves, le département de police manifeste son inquiétude quant à des débordements plus violents et réclame au conseil la permission d'obtenir de nouveaux fonds pour parer à ces menaces. Quatrième, concernant la famille Silhouetta. Abraham Silhouetta, le jeune enfant de la famille, semble faire l'objet d'un culte étrange parmi la communauté des fléchiers, culte qui a été jugé dérangeant par le département de police et les bénévoles au contact de la communauté. Après nous être présentés au domicile de la famille pour les interroger sur le sujet, nous avons constaté que celle-ci avait récemment quitté les lieux et est actuellement introuvable. Nos dernières informations semblent indiquer qu'ils auraient acheté des billets pour une voie privée de déménagement vers les Pyrénées. Conclusion. La barrière de la langue freine considérablement les relations avec la population des fléchiers. À l'heure actuelle, nous ne savons pas vraiment si ces derniers sont franchement hostiles au mode de vie triportlandais, s'ils sont prêts à renoncer facilement à leurs croyances anormalophobes, ou si d'autres crimes sont à prévoir, ou même si la communauté des fléchiers souhaite s'établir durablement à 3 Portlands ou quitter la ville pour rejoindre l'univers extérieur. Le professeur Shi, qui assiste le département de police en tant qu'unique interprète disponible, ne possède que des connaissances linguistiques très lacunaires et du langage des individus, mais affirme que si, d'ici quelques semaines, il serait en mesure de le comprendre avec plus de fluidité et de former certains de ses étudiants pour l'assister, dont Tact, Popeye Despinat, superintendant du département. Le fait que le policier s'appelle Popeye, quel régal. Addendum B. Demande d'expertise de l'U2I auprès de la fondation SCP. Document B1. Échange email U2I SCP. Globalement, les mails dans les rapports, je trouve que c'est parfois un petit peu inapproprié. On va voir ce que ça donne ici. Je tiens cependant à préciser à Monsieur Magne, une fois bien sûr que le concours sera passé, parce que ça peut faire office d'une déformation qui est trop grande, que ce truc-là, ce format de mail est horrible. Je conseille évidemment, c'est le conseil que je donne à tout le monde, le format suivant, affaire de concept par Dr Lecteur, avec des mails de couleurs différentes et des barres pour suivre l'avancée des choses. C'est beaucoup moins horrible que ce genre de pratique à base de bloc-quotes. Donc, c'est J. Kellerman de l'U2I qui échange avec Horton Serpico, Fondation SCP. C'est pas des liens cliquables, hein, pour ceux qui se demanderaient. Quand on clique, ça ouvre Outlook. Tout le fait que je ne clique pas. Objet, demande d'expertise. Salut Horton, on va encore avoir besoin de votre aide sur ce coup-là. Il y a des nouveaux types bizarres qui sont apparus dans la zone de 3 Portlands et c'est un sacré bazar. On se retrouve avec des cadavres de para-humains sur les bras et la moitié de la population nous tombe dessus en prétendant qu'on ne les protège plus. On ne sait rien sur ces types, si ce n'est qu'ils parlent une langue morte africaine appelée le marawit. Dear College a mis un interprète à notre disposition, mais on manque cruellement d'infos sur les locuteurs de cette langue et les éventuelles paramenaces qu'ils représentent. Vous n'auriez pas quelques pistes pour nous aider par hasard ? Et oui, je vois déjà tes patrons baver d'envie parce que ça concerne 3 Portlands. On verra plus tard les négociations d'usage, c'est une question d'urgence. Cordialement, Jack. Je fais une pause rapidement. Sur le canon qui nous est proposé ici le canon de l'U2I
enfin de membres de l'U2I qui seraient potes avec des membres de la fondation SCP. Ça entre un petit peu en conflit avec l'existence de la FIM, putain de fédéraux, fucking feds, qui est globalement des agents infiltrés de la fondation dans l'U2I. Film anglaise. Putain de fédéraux, c'est la Iota 10. Voilà, enfin qui sont infiltrés pas uniquement dans l'U2I, mais le terme fucking feds fait clairement référence au FBI. C'est un peu étrange. Après, le ton est sympa. Donc là, Horton qui répond, salut Horton. Donc, je suppose que c'était salut Jack. Il reste pas mal de fautes, Charles. Je sais que ce rapport a été publié à 23h57 avec mon aide et celle de d'autres membres. Le concours se termine à minuit. Mais en vrai, repasse dessus. Il y a plusieurs fautes et il y a plusieurs moments où il y a des petits soucis. Je pense qu'un bon nettoyage de fond en comble peut être intéressant. J'ai eu un peu de mal à trouver, je vais pas te mentir. La plupart des anomalies Marawites sont censées être neutralisées depuis des millénaires, et ce n'est pas le genre de dossier qu'on a l'habitude de traiter ici aux affaires externes. En revanche, vous avez de la chance, qui dit neutralisé dit partiellement déclassifié, et je peux déjà te filer quelques articles intéressants. Donc là, ça nous amène sur la page avec la page des tags en rapport avec les Marawites, qui est globalement un lore développé par Charlemagne. Je te mets aussi la fiche contact du professeur Charles Nolesmag, qui est le personnage de Charlemagne dans l'univers, qui travaille dans un de nos sites francophones et connaît bien le sujet. De ce que j'ai compris, tu peux déjà retenir ceci. La civilisation marawite ne possédait pas à proprement parler de facultés anormales, mais utilisait des para-humains ou des entités anormales pour les disséquer et faire de la thaumaturgie ou je ne sais quoi avec. Si vraiment vos gars ont assassiné des plieurs de réalité en utilisant un rituel marawite ou je ne sais quoi, vous devez vous attendre à ce qu'ils aient une idée derrière la tête. C'est tout ce que je peux faire pour toi pour l'instant. Ne t'inquiète pas pour le renvoi d'ascenseur. Ça s'écrit pas comme ça, ascenseur. Ça s'écrit qu'un S, ascenseur. Mes patrons ne sont pas pressés pour l'instant et ça ne devrait pas vous coûter trop cher. Enfin, je crois. En espérant t'avoir été utile, et cordialement, Horton. Bon. Conte éthiopien. Le document suivant est issu du corpus de texte annexé à l'échange de mails ci-dessus et mis en valeur ici en raison de son lien probable avec la population 500 FR1. Les annotations entre crochets indiquent un mot soit indéchiffrable, soit intraduisible littéralement selon nos standards actuels. Il y avait une fois dans le temps, après la chute des Gomoréens, un prêtre de Marawi nommé Ouch. Ah oui, d'où la flèche d'Ouch. Qui vivait en ermite dans le désert, là où les montagnes sont à l'occident et la mer à l'orient. Donc en Éthiopie. C'était un homme fort et courageux, qui chassait l'éléphant avec son arc, le lion avec sa sagaie, et dont la sagesse et l'astuce étaient renommés jusqu'au palais de Négus, à Kojoketema. C'était l'époque où les secrets des nefs firmaments avaient été perdus après la chute des Gomoréens, et où pullulaient sur terre les sorciers et les plieurs de vrai, qui, voyant leur chaîne brisée, se révoltaient à nouveau contre les fidèles de Marawi, au nom de Pengirot et de Penenemui. Putain, Pengirot. Tu es un petit plaisantin, monsieur Magne. Au nom de la déesse en colère dans le ciel. Or, le Négu, qui craignait pour l'avenir de son peuple et souhaitait le préserver des menaces occultes qui le menaçaient, fit mander à Ouch en son palais pour lui demander conseil. « Ô Ouch, 4 fois béni, dit le Négu. Tes avis, dit-on, sont toujours de bons conseils, et c'est pourquoi je te fais mander aujourd'hui, car le chagrin et l'angoisse troublent mes pensées et mes songes. Négus, fit le fier chasseur sans s'incliner, ni baiser le pied du Négus, car en ce temps-là, les prêtres étaient les égaux des rois. Si Marawi est le plus grand dieu des dieux de la terre, de la terre le souhaite, je suppose que c'est que la terre le souhaite, je t'assisterai à la mesure de mes moyens. Parle et soumets-moi de ce qui te tourmente. Comme tu le sais, dit le Négus, les plieurs de vrai, pullulent à nouveau à la surface de la terre, pillant, tuant et profanant au nom de leurs dieux inférieurs.
Nos cités ne sont plus unies comme au temps de nos pères. Nos armées ne sont plus aussi fortes que quand elles gouvernaient sur, sous, autour et au-dessus des terres émergées. Un songe m'a prédit que l'Empire touchait à sa fin, et que je devais sauvegarder le peuple de Marawi de la destruction qui le menace. Mais comment faire alors que les secrets qui permettaient à nos ancêtres de voguer dans le ciel, en écho des étoiles, sont aujourd'hui oubliés? Pendant toute une journée, Ouch resta assis sur le sol de la salle de trône, réfléchissant à ce problème. Lorsque la minuit vint, il se leva finalement et dit « Apaise ton esprit et ne sois plus troublé, ô Négus, car par ma main et par le sang Marawi, va répondre. » Je comprends pas. La phrase veut rien dire. « Fais venir un esclave, plieur de vrai, que nous le sacrifions. » On fit alors entrer un esclave d'évite, couvert de chaînes de bronze consacrées, et que l'on avait préparé exprès pour les rituels d'usage que l'on destine aux créatures de sa race et de son espèce. Heureusement que j'ai du souffle. Ouch saisit alors sa grande hache de pierre et fendit en deux le crâne de l'esclave pour lire dans sa cervelle ce que le dieu souhaitait lui dire. Après avoir examiné le corps, Ouch dit « Ainsi parle Marawi, qui est le plus grand dieu des dieux de la terre, conquérant des eaux et des abîmes d'en bas. Tu prendras parmi le peuple 1 millier de personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, de toutes professions et de toutes les origines pourvu qu'ils soient fidèles à Marawi, et tu les oindras du sang de ce dévite, selon le rituel que moi, Ouch, fils de bouche, fils de mouche, je préparerai. » Lorsqu'il eut assemblé les 1000, et qu'il les eut oints du sang du dévite, le Négus les présenta à Ouch qui les saisit un par un entre les mains, les pressa, les compressa et les écrasa, jusqu'à ce qu'ils ne soient pas plus gros qu'une graine de génévrier. Puis quand il eut fini, il les plaça dans un grand flèche-coffre en bronze qu'il avait préparé selon un procédé secret. Alors, prenant son arc, il emmena le Négus et sa suite sur l'esplanade du palais, et là, devant toute la cour et toute l'assemblée du peuple, il banda son arc, il encocha le tube qui contenait les 1000, et, tirant de toutes ses forces sur la corde, il envoya cette flèche-coffre étrange droit vers le ciel où elle disparut dans un grand vacarme. Puis il se tourna vers le Négus, il dit « Négus, ainsi parle Marawi, le plus grand dieu des dieux de la terre. Passe le temps, passe les saisons, passe les ans. Tombent les empires, tombent les royaumes, tombent les cités et les temples. Autour du disque terrestre, mes 1000 dormiront patiemment dans leurs vaisseaux de bronze, jusqu'à ce qu'un jour, longtemps après ta mort et celle de tes fidèles, advienne celui qui les éveillera pour rebâtir mon œuvre. Me laissant là le Négus émerveillé. Et laissant là le Négus émerveillé, Ouch retourna dans le désert. Alors c'est très sympa. Cependant, il y a beaucoup, en vrai il y en a 3 ou 4, de moments où les phrases ne veulent rien dire, parce qu'elles ont été écrites trop vite. Relis ça, Charles, s'il te plaît. Ordre de mission. Le 9 octobre 2025, soit un mois exactement après l'entrée de la zone SCP-500-FR, l'espace universel entourant 3 Portlands. Il manque encore des mots. Les premiers témoignages concernant des points de contact avec l'univers de référence sont interceptés par la Fondation dans les Pyrénées, et cette dernière décide de se saisir unilatéralement du dossier. Il semble en effet, vu les informations fournies par l'U2I, que la population de SCP-500-FR-01, avant c'était juste 1, serait parvenue à localiser SCP-500-FR-2 dans le secteur et chercherait activement à entrer en contact avec lui pour dans un but inconnu. Charles, s'il te plaît. Ça fait trop de fois là, sans déconner. Ça fait une dizaine de fois que t'écris des trucs qui veulent rien dire parce que tu t'es pas relu. Genre, je sais que ça aurait été au moment où tu publies, j'ai pas de soucis. Là, ça fait 4 jours. Fais gaffe, quoi. Fais gaffe. S'il te plaît, je voudrais que ce soir, sauf si t'es occupé, tu relises ce truc et tu me le corriges, quoi. Elle cherchera donc que la population soit parvenue à localiser dans le secteur et cherchera activement à entrer en contact avec lui dans un but inconnu. L'usage d'une pratique thaumaturgique détournée pour déplacer les points de contact avec SCP-500-FR et faciliter la recherche de SCP-500-FR2 est fortement soupçonné, mais cette dernière n'a pas encore été identifiée avec certitude.
Dans le risque de scénario UK, contact non contrôlé entre deux univers, le Conseil O5 a pris la décision de former un comité pour analyser la menace SCP-500-FR et prendre une décision concernant la politique de confinement à adopter la plus diplomatique vis-à-vis de l'U2I et de l'univers 3 Portlands. Petite virgule. Comité de confinement spécial. Objet SCP-500-FR, date 11-10-2025. Bonjour, docteur Kopchinambour. Petite virgule. Si vous avez reçu ce dossier, c'est parce que le département administratif a décidé, avec l'accord du Conseil O5, de vous confier la direction d'un comité de confinement spécial relatif au cas SCP-500-FR. Le département a en effet estimé que vos compétences, vos capacités de jugement et d'analyse, ainsi que votre intégrité irréprochable, nous seraient grandement utiles en l'espèce. Vous avez connaissance du dossier et vous n'ignorez pas que la situation de la zone SCP-500-FR est très particulière, étant donné la nécessité pour garantir la sécurisation de l'anomalie, son confinement et enfin la protection du voile, de la normale et des populations civiles, tout en assurant la conservation de nos bonnes relations avec l'unité des incidents inhabituels et du maintien de notre politique de non-intervention vis-à-vis de l'enclave de 3 Portlands. À l'heure actuelle, 2 solutions sont envisageables. Nous comptons sur votre expertise pour dire laquelle adopter. Laissez l'U2I et les autorités triportlandaises gérer seuls le cas SCP-500-FR. Nous prenons le risque de voir la situation nous échapper, mais nous épargnons la responsabilité du moindre incident diplomatique. Il s'agit du protocole Pilate. Extrader la communauté vers notre univers pour les confiner dans une installation. Entreprise coûteuse, je me demande s'il manque pas un chapeau, qui pourrait haïter. Mettre un terme définitif à nos futures opérations à 3 Portlands, en plus d'aggraver la situation entre cette dernière et l'U2I. Probablement rentable sur le plan scientifique, protocole Exodus. Il va de soi que vous porterez seul la responsabilité de cette décision, et que vous devrez en rendre des comptes devant le département administratif, ainsi que devant le comité d'éthique et le conseil O5. Vous avez notre confiance, ne la décevez pas. Cordialement, Dr Steven Odix, ressources humaines. Bon, on va lire les deux. On va lire les deux dans l'ordre Pilate puis Exodus. Ah, c'est des comptes. Donc le premier, service d'ordre. C'était le protocole Pilate. Je vais vérifier. Supprimer ça et ça. Protocole Pilate. Voilà, on va faire ça comme ça. Dehors la racaille anormaliste. 3 Portlands, ville d'accueil pour tous. Tas de IP inconscients, vous ne voyez pas le danger? Et vous, bande d'isolationnistes réac, n'avez-vous donc pas de cœur? Racaille, crétin, sapajou, brigand, espèce de connard! L'ambiance était incendiaire ce soir-là dans le Memorial Park de 3 Portlands. Les 2 cortèges, non autorisés par le conseil municipal naturellement, de manifestants s'étaient retrouvés à hauteur de la statue du séide inconnu, à la mémoire des victimes triportlandaises de la 7e guerre occulte. À moins que ce ne fût la 6e. Et il n'avait pas fallu longtemps pour que les slogans et les chansons cèdent la place aux insultes et que le pancarte que l'on brandissait au-dessus des têtes ne s'agite d'un air menaçant en direction de ceux du camp d'en face. Entre les 2 foules, seuls et dépassés, quoique la situation n'est pas encore dégénérée pour le moment, une petite escouade de 2 douzaines d'agents fédéraux de l'unité des incidents inhabituels, l'U2 inutile, se débrouillaient du mieux qu'ils pouvaient pour séparer les manifestants et s'attirer les foudres du slogan qui semblait être la seule chose à l'heure actuelle faisait consensus parmi les 2 groupes. U2 inutile, U2 inutile. Je l'ai dit juste avant. Le dos de l'agent spécial Otaoni, qui reculait tout en faisant face à la foule des pro-Eden Square, heurta le dos de l'agent spécial Marmaduke, qui reculait tout en faisant face aux anti-Eden Square. Une canette de Sugarcomb Goo, extra light des confiseries Sugarcomb, jaillit de la foule des pros et explosa au-dessus des agents de l'U2I dans une gerbe verdâtre. Otaoni et Marmaduke jurèrent tous les 2 en même temps. « Foutu bazar de bazar! Ça va durer encore longtemps cette histoire !» s'écria rageusement Otaoni en contemplant la mélasse nauséabonde qui coulait sur sa garbadine beige. Comme pour lui répondre, une pluie de déchets divers, pots de banane, pancartes, mottes de terre et boulettes de papier gras se mirent à pleuvoir sur eux, suivant l'exemple de la canette de goût. Un pétard banshee fusa en hurlant depuis le groupe des Antilles et explosa à son tour au-dessus de la foule, ce qui, loin d'apaiser les esprits, ne fit qu'aggraver encore la tension qui s'accumulait.
Foutu bazar de bazar, approuva l'agent Marmaduke. Mais que fout le département de police? C'est pas eux de gérer ce genre de situation normalement. 2 ou 3 golems pour calmer un peu tout ce monde, la situation serait réglée en moins de 2 et hop, Oli Marmaduke, après une bonne douche et un bon burger. T'as rien écouté pendant le topo du lieutenant ou quoi? Râla Otaoni. Et de fait, Marmaduke avait dormi pendant le topo. Le conseil municipal les a placés tout le long de la barrière d'Eden Park. Il sécurise les abords du secteur. Pourquoi appeler ça Eden Square puis Eden Park? Je pensais que du coup Eden Square c'était plus tard. En fait, qu'Eden Park avait été détruit et que ça se passait plus tard. Vu que la destruction était prévue pour septembre. C'est pas à nous de s'occuper de ce genre de choses. Otaoni jura une deuxième fois. Bazar de bazar. Tout cela ne voulait rien dire et elle ne comprenait rien à ce qui se passait. Même Marmaduke, qui était un ahuri fini à peine éveillé, avait pigé que quelque chose n'allait pas. Otaoni avait bien un millier de théories qui lui traversaient l'esprit, mais il n'avait pas le temps de toutes les passer en revue. Les manifestants s'étaient remis à avancer, poings et pancartes brandis, scandant leur slogan contre le bouc émissaire qu'ils s'étaient trouvé. U2, inutile! U2, inutile! Tous les agents étaient dos à dos désormais, en 2 rangées de 12 qui se serraient de plus en plus, maigres barrières qui ne représentaient plus grand-chose. Les bras tendus, Otaoni n'arrivait même plus à toucher les doigts des 2 agents à sa droite et à sa gauche. Encore quelques instants et l'affrontement serait inévitable, et les fédéraux se retrouveraient coincés au milieu de tout ça. Soudain, Otaoni sentit le sol perdre de sa fermeté sous ses pieds. Il baissa les yeux et vit le chemin de terre sur lequel il se tenait se brouiller, s'agiter et former des rides. Un manifestant des Pro Eden Square, devant lui, un grand escogriffe aux cheveux longs qui abordait un blouson de jean, une paire de lunettes de soleil rose et une pancarte en carton qui disait « Rendez cœur 3 Portlands cool à nouveau ». « Make 3 Portlands cool again !» Le remarqua aussi. L'espace d'un instant, le regard du manifestant et de l'agent fédéral se croisèrent et Otaoni vit un sourcil d'incompréhension se hausser chez le type, tandis qu'une voix colérique et familière se mettait à grésiller dans son oreille. « Otaoni, un pas sur le côté, foutu crétin, vous êtes en train de me piétiner le haut du crâne. Du nerf, les gars, tenez bon !» fit Otaoni en esquissant un pas chassé sur le côté. « Le capitaine est là !» Une silhouette informe, courtaude et massive, émergea des remugles du sol, avant d'adopter une forme humaine et se solidifier en un petit homme ventripotent, abordant la gabardine beige et le badge des agents de l'U2I, épinglé sur sa volumineuse poitrine. Une gabardine, c'est le manteau d'inspecteur Gadget, en fait. Voilà. Un fedora passablement chiffonné cachant à peine une calvitie avancée et une pipe de bruyère émergeant d'une épaisse moustache en brosse complétait la panoplie. Émerger du sol à l'improviste, et le plus souvent sous les pieds de ses subordonnés, était une spécialité du capitaine. Il tenait cela de sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère par alliance au second degré de la 3e génération qui avait du sang Cid, ou quelques génies de la Terre, et qui avait émergé à 3 Portlands lors de la grande migration d'Avalon, ou un truc comme ça. Les généalogies Cid étaient toujours compliquées, et le capitaine tenait plus du vieux morse que de l'allure aérienne et gracile des esprits d'Avalon. Alors, on dirait énormément de prof de musique que j'avais au collège, qui faisait 1m90 pour 150 kg, grosse moustache blanche à cause de son âge, digne de Philippe Martinez sous le nez, et calvitie bien entamée. J'ai l'impression de le revoir ici, ça me fait très plaisir. « Alors, Otaoni, situation ?» fit le gros homme qui ne semblait pas se rendre compte qu'il tenait à présent debout sur les pieds du grand type au blouson de jean, qui en tomba à la renverse de surprise. « Mon capitaine, c'est un foutu bazar de bazar ici !» fit Otaoni d'un ton alarmé qu'il ne parvenait pas à cacher son soulagement. « On en prend plein la tronche pour pas un rond, et si on continue d'attendre, on vire tout droit à l'émeute. »« Excellent !» Il manque une virgule. Fit le capitaine dont la pipe commençait à cracher des étincelles. « Bon, accrochez-vous tous à vos basques, les petits gars. J'ai parlé avec le directeur adjoint, qui a parlé au commissaire Harrison, qui a parlé au conseil municipal, qui a parlé au maire, qui a finalement accepté d'intervenir personnellement. »« Putain mec, dégage de là, tu pèses genre une tonne !» s'écria soudain le type à la veste en jean dont les pieds étaient toujours coincés sous ceux du capitaine. Le capitaine ignora et porta l'œil à une vieille montre goussée qu'il exhiba de la poche de son manteau. « Et donc, si j'en crois ma montre à 18h précises, c'est-à-dire quelques secondes à peine, il devrait... » Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase car la suite des événements s'enchaîna très vite. Sous l'œil médusé de Otaoni et de ses collègues, la foule, non moins médusée, des Pro Eden Square se fragmenta en petits groupes,
puis individu par individu, sans même qu'aucun d'entre eux n'ait fait mine d'esquisser le moindre geste en ce sens. On eût dit qu'une main invisible déplaçait chacun des manifestants comme des pions, d'échecs, afin de les éloigner lentement les uns des autres des agents de l'U2I. D'un coup d'œil par-dessus son épaule et celle de Marmaduke, Otaoni vit que le camp des Antilles n'était pas mieux loti. Pas une main invisible, non. Le sol bougeait sous les pieds des manifestants, presque à la manière du capitaine quand il apparaissait. En 10 minutes à peine, ce fut réglé. Le sol, Otaoni ne savait pas vraiment comment désigner autrement ce phénomène, avait transporté la totalité des bons citoyens de 3 Portlands qui se trouvaient ce soir-là dans Memorial Park, et les avait transportés ailleurs. Répétition de transporter, dispersés à travers toute la ville. La manifestation était terminée. Il ne restait plus devant la statue du séide inconnu que 24 agents fédéraux encore sous le choc, une montagne de pancartes et de détritus divers, et un unique manifestant au sol, sur les pieds duquel trônait, fier comme un morse de parc aquatique sur son tabouret, un capitaine de l'U2I à la moustache frémissante et dont la pipe crachait des étincelles multicolores. « Je disais donc, » reprit le capitaine en rangeant sa montre de gousset, « qu'il devait se produire quelque chose qui va débloquer la situation. » L'air faussement étonné, il regarda autour de lui et constata que les manifestants avaient bel et bien disparu, écarta théâtralement les bras et se retourna vers ses hommes. « Et voilà !»« Oh ben ça, chef, c'était formidable !» s'écria Marmaduke d'un air franchement épaté. « C'est le maire qui a fait tout ça ?»« Le maire est un foutu enfoiré !» gueula le type toujours coincé sous les palmes du grand morse. « Et vous aussi, vous êtes des enfoirés, bande de fâchis !» Et hop ! Le capitaine sauta avec une souplesse insoupçonnée, pour un homme de sa corpulence, du haut de son petit perchoir, et le hippie en blouson de jean fut transporté par le sol à toute vitesse vers l'extérieur du parc, toujours couché sur le dos et buglant des insultes inaudibles. Je crois qu'on dit beuglant. La nuit était tombée maintenant, et une pluie de grosses gouttes d'eau aux étranges reflets irisés commençait à tomber. La manifestation ne reprendrait pas cette nuit, du moins fallait-il l'espérer. Le capitaine beugla un ordre ou deux, secoua sa moustache et cracha encore une gerbe d'étincelles par sa pipe, et les agents fédéraux de l'unité des incidents inhabituels quittaient lieu à son tour, les uns après les autres par petits groupes. « À demain, Jimmy !» dit Marmaduke en tapant sur l'épaule de Otaoni avant de s'éloigner à son tour. « Un sacré bazar de bazar cette soirée, hein ? Un sacré bazar de bazar !» enchaînit Otaoni. « L'heure de la douche et du burger maintenant, hein ? Allez, bonne nuit à toi aussi. » Il ne restait plus dans le parc désert que Otaoni et le capitaine. Peu à peu, les lampadaires s'allumèrent, et une rangée de projecteurs s'illuminèrent sous la statue du séide inconnu. La pluie tombait tout à fait à présent. « Vous ne rentrez pas ?» Le capitaine était enfoncé dans le sol jusqu'aux genoux et regardait Otaoni d'un air curieux. « En fait, j'aurais espéré pouvoir discuter un peu avec vous, mon capitaine. Il y a quelque chose qui me chiffonne. »« À cette heure, sous la pluie ? C'est un sacré chiffon que vous devez avoir là. » Silence. Les jambes du capitaine réémergèrent au niveau du sol et il soupira dans une bouffée d'étincelles. « Très bien, discutons un peu. Mais par pitié, ne restons pas ici. Allons sous le kiosque là-bas. » Ils y allèrent. Le capitaine s'assit sur un banc qui grinça dangereusement sous son poids et consulta de nouveau sa montre. « Bien. Je suppose que je peux vous accorder 5 ou 10 minutes d'attention avant que Madame la capitaine ne commence à s'impatienter. Elle déteste que je reste sous la pluie trop longtemps. Mais vous voyez, je digresse. Je vous écoute, mon garçon. » « Eh bien voilà, » fit Otaoni en serrant entre ses doigts son fedora encore mouillé de mélasse verdâtre. « C'est toute cette affaire, en fait. Les réfugiés maraouites, les manifestations, nous au milieu de ces manifestations, le département et ses golems qui se chargent de surveiller le mur du ghetto. Tout ça ne me dit rien de bon, mon capitaine, je ne suis pas le seul. On a discuté avec les gars et on est inquiet, quoi. Inquiet pour qui ? Inquiet pour tout le monde. » Le capitaine ne répondit pas tout de suite et tira 2 gerbes sur sa pipe. Presque de flamme, cette fois. « Le directeur adjoint nous a retiré de l'affaire des Maraouites. »« De quoi ?» Otaoni s'étrangla un peu. Retiré de la protection et de la surveillance des dirigeants maraouites, des migrants maraouites. Ça expliquait pourquoi on les avait éloignés du mur, mais ça n'expliquait pas pourquoi on les avait rabaissés au rang de simples gardiens de l'ordre. Mais et le conseil municipal dans tout ça ? La moitié des triportlandais est sur le point d'écorcher les maraouites du ghetto, et l'autre moitié est prêt à écorcher l'autre moitié pour les défendre. Est-ce bien raisonnable de confier ça au département de police ? Ne vaudrait-il pas mieux... Écoutez, mon garçon, le coupa le capitaine. Depuis l'affaire du raid sur le siège d'Anderson, que je n'ai pas lu, on peut dire que l'U2I n'a plus trop la cote auprès des habitants de notre bonne vieille tricité. U2 inutile, vous vous souvenez ? Il hocha gravement la tête. Le capitaine l'énuméra sur ses doigts ornés de grosses bagues un peu tape à l'œil. Le raid sur Anderson, la crise et les meurtres d'Eden Square,
Le ghetto Marawit, les manifestations et les émeutes. Le conseil municipal a besoin d'un bouc émissaire, vous comprenez? Ludosi a endossé le rôle jusqu'à présent, mais le directeur adjoint a dit stop. Il est crucial, vital même, que nous gardions les bonnes relations que nous avons toujours eues avec les Triportlandais, tout particulièrement avec le maire et le conseil municipal. Alors le directeur adjoint a dit stop. Terminez de jouer les victimes et les guignols, on se lave les mains de tout ça. À partir de maintenant, nous n'aurons même plus à gérer les manifestations, mais le conseil et une bonne partie de la population ont toujours besoin d'un bouc émissaire. Vous voyez où je veux en venir? Une vision fugitive, celle du département de police. Je pense qu'il y en a un en trop. Des banshees de sécurité et des golems de plasto Kevlar positionnés autour du ghetto Marawit d'Eden Square. Un frisson glacé parcourait les chines de l'agent fédéral. Mon capitaine, on peut pas laisser faire ça, ce serait criminel. Les étincelles semblaient s'être éteintes dans la pipe du vieux briscard qui avait baissé la tête. Il manque un point. Otaoni ne distinguait plus ses yeux sous son fedora. Raison d'état, fiston. Si nous voulons maintenir une présence durable et de bonnes relations entre Portlands, il nous faut fermer les yeux. Personne n'a envie de déclencher un conflit occulte entre le monde de l'extérieur et celui-là, pas vrai? Mais il doit y avoir un moyen. C'est ce que je veux croire. C'est ce que je veux croire de tout mon cœur, vraiment. Et je vous assure que dès que j'aurai trouvé le moyen, j'irai débusquer ce directeur adjoint et je lui botterai le fondement d'ici jusqu'à l'hôtel de ville. Il y eut un silence qui dura de longues minutes. Quelque part au-delà du parc, un feu d'artifice éclatant multicolore avait fleuré entre les gratte-ciel mouvants de Strangeway Avenue, et l'on pouvait lire les mots qu'il formait. Rendez cœur 3 Portland School à nouveau. Le capitaine craqua une allumette et ralluma sa pipe. L'histoire va nous juger. On va penser que ce qui se passera là-bas, ce sera la faute de Ludosi, murmura Otaoni d'une voix... Ah, c'était Otaoni. L'histoire va nous juger. On va penser que ce qui va se passer là-bas sera de la faute de Ludosi, murmura Otaoni d'une voix blanche, légèrement enrouée. Ah! S'exclama le capitaine en jetant son allumette usagée. Non, ce n'est certainement pas de notre faute et nous allons faire en sorte que tout le monde le sache et s'en souvienne. Mais alors qui? Demanda Otaoni avec détresse. À qui doit-on cette situation de merde? Qui nous a mis dans la merde et qui a choisi de sacrifier les Marawit et ces salopards du conseil municipal? Facile. Le capitaine releva la tête, ses yeux brillaient lugubrement d'une haine défiante. Sa vieille pipe de bruyère crachait à présent une véritable colonne de flammes dorées. Tout ça, c'est la faute de la fondation et du salopard de skipper qui a laissé faire ça. Objet, compte-rendu préliminaire concernant l'application du protocole Ponce-Pilate relatif à la situation au sein de SCP-500-FR. Docteur. À 8h UTC plus 2, le 31 décembre 2025, les stations d'observation de la Fondation dédiées à la surveillance de SCP-500-FR ont déclaré avoir perdu toute trace de celui-ci, ainsi que des variations de réalité accompagnant habituellement ces déplacements. Nos agents infiltrés au sein de l'univers de poche de 3 Portlands font état de manœuvres d'éléments armés du département de police de la ville en direction de la zone périphérique extérieure correspondante à SCP-500-FR, connue sous le nom de Ghetto d'Eden Square. Toutes les opérations communes et les contrats de jumelage relatifs à la sécurisation, le confinement et la protection de 3 Portlands que nous partageons avec Ludosi ont été suspendus par cette dernière. Le directeur adjoint de Ludosi nous a transmis un ultimatum nous ordonnant d'évacuer tous nos agents actuellement présents à 3 Portlands. À l'heure actuelle, nous n'avons plus aucune information quant à l'état de la situation de la population de SCP-500-FR. La décision que vous avez prise de confier le confinement de SCP-500-FR au conseil municipal de 3 Portlands a gravement compromis nos relations avec l'unité des incidents inhabituels et a probablement entraîné la destruction d'une communauté d'entités SCP de type humanoïde. De représentants du comité d'éthique vous communiqueront sous peu les sanctions décidées à votre encontre. De notre avis à tous, vous n'auriez pas pu faire un plus mauvais choix. Cordialement, au 5-8. Alors, je vais donner mon avis sur le protocole Pilate. De mémoire, Charles, tu as tiré l'émotion de la honte. Et la fin du protocole Pilate est censée plus ou moins nous la faire ressentir, je suppose. À se dire que on a honte de nous parce qu'on a merdé. Est-ce que la fin... Ouais, la fin doit être à peu près la même. Je suppose que l'autre protocole... de nous faire ressentir la même chose. Cependant, il y a un problème.
le conte que tu nous écris, avec l'U2I, fait très Roger Rabbit, je dirais. Entre ce capitaine du FBI qui sort du sol, les manifestants qui se font écarter par des mains invisibles, le caractère très cartoonesque finalement des deux agents, comment ils s'appellent déjà, O'Towny et Mama Drake, je crois. Marmaduke. Voilà. Avec leur bazar de bazar qui revient en permanence, toutes ces problématiques-là. Moi, j'ai eu l'impression que c'était un peu un cartoon. Et globalement, t'as une manière de représenter 3 Portlands que je trouve un peu cartoonesque. Alors, c'est très cool. J'aime énormément cette ambiance. Ce délire avec où il y avait avec le Daily Breakfast, avec le nom de leur cola, etc. J'aime beaucoup, beaucoup cette ambiance-là, mais malheureusement, du coup, on ne ressent pas de honte pour moi. On ne ressent pas de honte du tout parce que... on ressent pas de honte du tout pour moi parce que, en fait, on est trop dans l'histoire de ce qui est en train de se passer. Et en plus, la résolution du conflit qui se fait avec des super pouvoirs magiques, etc. Moi, je ressens l'émerveillement, en fait. Même si, à la fin, ça parle du fait que probablement, enfin que globalement, le ghetto en question a été détruit et peut-être que les gens qui avaient dedans sont morts. C'est pas ce que tu transmets du tout dans ton compte. Donc pour moi, ça marche pas. Je vais lire le protocole Exodus et on va voir si ça change. D'accord, j'admets, c'est sacrément bon, mais qu'est-ce que ça pue? Comment ça s'appelle encore? Ça s'appelle du Marwal. Non. Du Sugar Comb Goo Extra Light. Light, hein. La chercheuse senior Fabienne Maillon leva la petite canette verte à hauteur de ses yeux et examina les inscriptions en plissant les paupières. Ingrédients. 99,9% de pur sucre brun liquide de qualité supérieure. Extra light. Peut contenir des traces d'arachide, de poisson, de goudron et de... Ah, j'arrive pas à lire la suite, c'est écrit trop petit. 99% de sucre, c'est un peu beaucoup, non? Oui, mais regarde la contenance. Qu'est-ce que tu dis de la contenance? 2 gallons de pur plaisir semi-fluide. Exactement. Plus de 7 litres métriques et demi d'une délicieuse boisson énergisante, fraîche et revigorante, pour un poids de quelques dizaines de grammes à peine. Une boisson extra légère, tu comprends l'astuce? Ouais. En tout cas, ça pue vraiment trop à mon goût, répondit Fabienne Maillon avec une moue dubitative. De toute façon, je suis au régime, mais... D'abord, c'est pas interdit par la direction, ce genre d'aliment anormal, par hasard? Micro aparté. C'est pas la première fois, depuis le début, régulièrement, il y a ces petits trucs où en fait, on a une vision très comique de la normale de 3 Portlands. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et ça m'inspire un petit peu pour... pour un rapport, enfin pour un conte que je voulais écrire. Enfin bref. La docteure Véronique sans chagrin haussa les épaules, reprit la canette des mains de Véronique. Les deux s'appellent Véronique, donc je pense qu'il y a un problème, donc ça doit être de Fabienne. Et en but une grande rasade avant de la replacer dans son casier. Pour ce que la direction bête se permet en termes de cachotterie. Oh, encore avec ça! S'exclama Fabienne en levant les yeux au ciel. Bon sang, sans chagrin, si vous faites encore une fois allusion au projet 500 FR1, je vous jure que je vais directement dans le bureau du directeur Galgata pour qu'il vous flanque un blâme. Véronique grinça intérieurement des dents. Fab était une bonne amie, enfin une collègue de travail du moins. Mais elle avait cette manie insupportable de vouvoyer les autres et de les appeler par leur nom de famille quand elle s'énervait. Et le projet 500 FR1 était un gros sujet d'énervement à coup sûr. Mais Véronique sans chagrin avait toujours été d'une curiosité maladive, et il fallait reconnaître que ce projet générait pas mal de mystères. Une toute nouvelle aile, un accès restreint niveau 4 sur 500. Top cosmique super secret. Un nouveau budget et un personnel trié sur le volet, muet comme une carpe et plutôt chatouilleux sur le sujet. De quoi alimenter des heures et des heures de discussion sous le manteau, de théories et de rumeurs de la part des employés du site bête, où, de la vie consensuelle de tout le monde, il ne se passait pour ainsi dire jamais rien d'intéressant. Fabienne en tout cas, qui faisait partie de cette petite élite qui savait,
faisait partie des plus chatouilleuses. Écoute, Véro. Tiens, de retour au tutoiement et au petit surnom. La crise était déjà en train de passer. Je vais te le dire une bonne fois pour toute ma vieille. 500 FR1, ce n'est rien du tout, vraiment. De la pure théorie banale et ennuyeuse au possible. On organise des entrevues entre des types de la section para-anthropologique et les entités 501. C'est bizarre comme... encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas le FR, je trouve ça vraiment bizarre. Il leur pose des questions dont tu n'aurais pas le détail, inutile d'insister. Et on nous compile tout ça et on réfléchit à une éventuelle application pratique. Il y a quelque chose de sucré qui était apparu dans la boîte Véronique. Trop sucré. Comme une canette de sugar combe goût. Si tous les membres du projet prenaient cette voix douceâtre lorsqu'on leur posait la question, alors ce n'était pas étonnant si les bruits de couloir continuaient à circuler. Mais enfin, c'est quoi ces entités ? Insista malgré tout Véronique. Qu'est-ce qu'elles sont capables de faire ? Pourquoi est-ce que tout le monde pose autant de questions ? Tu peux bien me dire à moi ? Suffit, sans chagrin. Retour du vouvoiement. Cette information est classifiée, vous allez trop loin. Ça va, fit Véronique en levant les mains de signe d'apaisement. Je demandais ça comme ça, c'est tout. Sérieusement, avec toutes ces informations classifiées au sein de la fondation, je me demande bien pourquoi c'est celle-là qui attire le plus d'attention. On est à Beth ici, pas à Yod ou à Aleph. Il n'y a pas de secret qui valent la peine qu'on fasse circuler toutes ces théories du complot. C'est bon, j'ai dit, laisse tomber. Il était temps de changer le sujet et c'est ce qu'elles firent, évitant tacitement d'abord tout ce qui se rapportait au boulot. Elles se séparèrent un peu froidement à la fin de la pause et Véronique regagna son bureau. Au diable Fabienne, la direction et leurs secrets. Véronique n'avait peut-être qu'une petite accréditation niveau 2 de rien du tout, mais on s'amusait tout aussi bien chez les petits toubibs. Justement, tiens, un paquet de fiches médicales à saisir dans la base de données. Humanoïdes de faibles niveaux, classe D, membres du personnel normal et anormal, il y en avait pour tous les goûts. Ah ah ah, ce qu'on rigole dans le service médical. D7010, 30 ans. Gardé en observation pour étude suite à son exposition à SCP censuré FR. D0081, 25 ans. Gardé en observation pour étude suite à son exposition à D censuré FR. D4198, 18 ans. Gardé en observation pour étude suite à son exposition à SCP censuré FR. Encore DD. Les fiches DD étaient monotones à souhait. Horace-Huron, 38 ans, force d'intervention mobile. Hospitalisé sur le site Beth suite à des blessures reçues lors de... Bérénice Jolivet, 58 ans, département de l'industrie et des services techniques. Hospitalisé sur le site Beth suite à la brèche de confinement survenue... Nathan Huang, 49 ans, département scientifique. Hospitalisé sur le site Beth suite à l'échec d'une expérience en visant à... Plus intéressant que les dés, mais ça ne valait pas celle du personnel anormal et des humanoïdes SCP. Geneviève Saint-Jean, 52 ans, département administratif. Produit des étincelles quand elle s'enrhume. Traitement anti-tout nécessaire. Personnel de classe E, comme ça, à l'administration. Lindsay Turcotte, 43 ans, département scientifique. Symptômes diptoncie aiguë. L'hypooncie, je sais pas ce que c'est. Hein. L'hypodoncie, j'ai trouvé, mais l'hypooncie, je sais pas ce que c'est. Nécessitant l'injection quotidienne d'un comprimé 500 mg de NNGI4-200 supprimé. Admise en soins palliatifs. Données supprimées. 79 ans, SCP, censuré FR, Euclide Orange. Conditions particulières propres à l'entité. Nécessitant un examen psychotechnique mensuel. Supprimé. Admis en soins palliatifs. Supprimé. Décédé. Prendre une fiche, l'enregistrer, la classer. Prendre, enregistrer, classer. Prendre, enregistrer, classer. Tellement de patients. Nicolas Grabin, Sid Holt, Soumia El Jawari, D9888, Balthazar Simon, SCP-104FR. Tellement de capacités bizarres, de blessures et de maladies. Amputation d'un troisième bras, forme de grippe anormale. Fusionné avec un iguane de compagnie, fait pousser des fleurs sous ses pas. Tellement de traitements à suivre et à administrer. Une dose d'amnésique de classe B tous les 2 mois, exercice psychomoteur régulier. Une pilule de GHB et 500 mg d'aspirine matin, midi et soir. Admis en soins intensifs, admis en soins de longue durée, décédé.
Véronique fut tirée de son sommeil par un bruit de léger raclement de chaise. Elle s'éveilla en sursaut qu'on s'attaque l'après-midi touchait à sa fin et qu'une semi-obscurité était tombée dans son bureau. Elle s'était endormie à son bureau, le nez dans ses papiers et la main encore posée sur sa souris. Avant même qu'elle n'ait pu tout à fait reprendre ses esprits, les lumières vives des néons du plafonnier s'allumèrent soudain brutalement et l'aveuglèrent pendant 1 ou 2 secondes. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle s'aperçut que 2 inconnus, un homme et une femme, étaient entrés dans son bureau et se tenaient silencieusement devant son poste de travail. « Docteur sans chagrin, vous êtes réveillé ?» fit l'homme avec un léger accent. Ah, il a un accent sonorité germanique. « Docteur sans chagrin, vous êtes réveillé ?» fit l'homme avec un léger accent sonorité germanique. « Nous ne voulions surtout pas vous déranger. » C'était un grand noir maigre, à la soixantaine déjà bien avancée, et au large sourire chaleureux, qui dévoilait une rangée de dents blanches. La jeune femme, une petite blonde athlétique au sourire froncé, l'avait dévisagée d'un air pas commode. La différence de taille entre les deux était impressionnante. « Non, » balbutia-t-elle en tâchant de remettre de l'ordre tant bien que mal dans les papiers qui jonchaient son bureau. « J'étais juste en train de... » Rouge de confusion, elle remarqua qu'elle avait bavé sur un certain nombre d'entre eux pendant son sommeil. « Je peux vous aider ?»« En effet, oui, » dit le grand noir. « C'est pour cela que nous sommes venus vous trouver. Pouvons-nous nous asseoir ?» Ils s'assirent tous les deux devant sur les fauteuils devant son bureau. Encore. Sans prendre la peine d'attendre sa réponse. Véronique nota qu'il parlait avec un accent étrange, aux sonorités vaguement germaniques et sur un ton poli et soutenu qui mettait Véronique mal à l'aise. « Au fait, permettez-moi de nous présenter, » dit l'homme en exhibant un badge d'accréditation de sa poche. « Agent Kunter Amsterdam, comité d'éthique. »« Oh, enchanté. Agent Agat de police, sécurité interne. » Putain, les noms sont d'un cliché, dit la femme en exhibant un badge légèrement différent. Son accent à elle était québécois. Ah. Bien, je le... si c'est pour la canette de goût que vous venez, sachez que j'ai toutes les autorisations nécessaires, je le jure. Je mène une étude sur les effets de certains produits alimentaires anormaux sur l'organisme et nous savons pour votre trafic de sucreries anormales. La coupla sèchement l'agent de police. Ça ne nous intéresse pas. L'affaire qui nous intéresse est d'autrement plus importante. Avez-vous entendu parler d'un projet d'étude concernant le groupe d'anomalies SCP-500-FR1 ? La question prit Véronique, tellement au dépourvu qu'elle en sursauta presque. De quoi ? Un projet d'étude confidentiel du site bête. Toutes les informations à ce propos sont classifiées, mais nous avons cru comprendre qu'il y avait eu des fuites parmi le personnel de votre site. Pouvez-vous nous dire ce que vous savez personnellement au juste ? Pas grand-chose réellement, reprit Véronique de plus en plus surprise. Des bruits de couloir seulement. Il s'agit d'un groupe d'humanoïdes très important, qu'ils détiennent certaines connaissances, et que ça concerne le département scientifique et la division d'ethnologie. C'est globalement tout. Écoutez, si c'est parce que j'ai posé trop de questions, je suis loin d'être la seule et je... Nous nous fichons de vos questions. La coupa à nouveau l'agent de police. Rien d'autre, vraiment ? Il y a des collègues qui pensent que c'est une affaire louche. C'est pour ça que vous êtes là ? Aucun des deux ne répondit. Amsterdam se contenta de pianoter discrètement des doigts sur la table et Police de la fixer avec son air sévère. Mal à l'aise, Véronique baissa les yeux. Vous savez, je ne suis probablement pas la plus qualifiée pour parler de ça. Il y a beaucoup d'autres gens ici qui seraient plus à même de vous renseigner. Ma collègue Fabienne Maillon, par exemple, travaille dessus. Amsterdam se pencha légèrement en avant et croisa les mains sur son bureau. Docteur sans chagrin, nous avons des raisons de croire que le projet SCP-500-FR viole actuellement de nombreux articles de la charte d'éthique de notre fondation relatifs aux droits de l'humanoïde anormal et aux supplications de loyauté et d'intégrité de son personnel. Véronique se figea. Le malaise qu'elle avait ressenti jusque-là depuis que ces deux étranges personnages étaient apparus dans son bureau s'était mué en une excitation mêlée d'une certaine inquiétude. Ainsi, les rumeurs qui couraient sur ce mystérieux projet étaient-elles fondées ? Fondées dans ce qu'elles avaient de plus sinistre apparemment, si elles justifiaient l'intervention conjointe du comité d'éthique avec des majuscules, et de la sécurité interne avec des majuscules aussi, je pense. Ces deux énergumènes étaient sur le point de lui révéler les informations qu'elle avait tenté en vain d'obtenir en harcelant Fabienne avec ses questions. Il manquait un tiret ou un truc comme ça. En fait, tu mets pas de guillemets dans tes dialogues, et du coup, c'est... Enfin, moi, j'aime quand il y a des guillemets. Au cas où vous l'ignoriez, après le représentant du comité, le projet 500-FR1 est entré en application sur le site bête il y a 6 mois environ. Il s'agit en effet, comme vous l'avez justement théorisé tout à l'heure,
d'accueillir un groupe d'humanoïdes appartenant à une population de réfugiés anormaux et de leur soutirer des informations concernant leur savoir occulte. Vous n'avez aucune idée de la nature de ces savoirs, n'est-ce pas? Elle répondit par la négative. Amsterdam hocha la tête et se tourna alors vers sa collègue, qui avait toujours un air sévère. D'acteur sans chagrin, dit Agathe Police avec son accent québécois grave et sérieux, qui tranchait avec le sourire bienveillant de son collègue. Les informations que nous allons vous communiquer maintenant sont classées niveau 4 sur 500, ce qui signifie qu'hormis les 3 personnes présentes sur ce bureau, elles ne sont connues que des membres du projet 500FR1 et d'une poignée d'individus ne se comptant que sur les doigts d'une seule main. Je vous fais grâce de la liste des sanctions auxquelles vous vous exposeriez si vous venez à les divulguer, mais sachez que vous le paieriez très cher, vous m'avez bien comprise? Oui, excellent. L'agent de police fouilla quelques instants dans sa sacoche et en exhiba une épaisse chemise cartonnée orange retenue par un élastique. Elle écarta les dernières fiches médicales qui jonchaient le bureau et l'ouvrit en tirant plusieurs feuilles de papier agrafées entre elles, des photographies et même quelques post-it couverts d'une écriture serrée qu'elle étala face à Véronique. Il manque encore un mot. SCP-500-FR est un groupe d'entités humanoïdes issus d'une ancienne civilisation disparue il y a plusieurs milliers d'années et qui s'appelait la civilisation Marawet. On estime que les instances actuelles qui auraient survécu, tout ça en hibernant dans l'espace via des techniques de métamorphose anormales. Je vous passe les détails, mais elles auraient retrouvé ces entités échouées dans un univers de poche, avoir récupéré une grande partie. Femmes, enfants et vieillards, et une partie des hommes adultes, dans un campement spécialisé situé au Canada. Elles ne possèdent donc aucune capacité ou connaissance anormale et ne nous intéressent pas vraiment. Il était donc inutile de les confiner dans un site de haute sécurité. Vous me suivez toujours ? Oui, je crois, répondit Véronique un peu perdue, et qui feuilletait le rapport SCP en s'efforçant de gérer le flot d'informations qui lui tombait dessus. Pourquoi là maintenant il y a un guillemet ? Et qui sont à bête dans tout ça ? Et celles qui sont à bête dans tout ça ? Pas de capacité anormale non plus, mais il s'agit d'instances dirigeantes et religieuses dont les connaissances nous intéressent. En métamorphose et en technique d'hibernation surtout. Plus quelques trucs concernant le voyage spatial. La maîtrise du voyage spatial au début de l'Antiquité, vous vous rendez compte ? SpaceX et Blue Origin ont encore du boulot devant eux. Vous avez dit la métamorphose ? Je croyais qu'elle n'avait aucune capacité anormale. C'est exact. En fait, on suppose que les Marawet utilisaient des... Comment vous disiez, Jack Gunther ? L'homme du comité leva les yeux et son sourire se fit encore plus large, si la chose était seulement possible. Il disséquait des plieurs de réalité et des petits humanoïdes anormaux pour en utiliser les morceaux. La conscience de médecin de Véronique s'indigna. Disséquer et détuer pauvres types, et tuer des pauvres types, pour leur voler leurs capacités, voilà qui était affreux, barbare même. Ça n'avait rien de moral, ça n'avait rien d'éthique. Rien d'éthique. Le comité d'éthique, la sécurité interne, les rumeurs folles qui couraient sur le sujet. C'est comme si les pièces du puzzle se déplaçaient et s'agençaient dans sa tête pour former petit à petit, un motif dont la forme se précisait de plus en plus. Une forme dont l'apparence générale était loin de lui plaire et qui l'effrayait même. Qu'est-ce que vous reprochez également aux membres du projet d'avoir voulu... Elle se souvient du terme employé par Fabienne pendant leur discussion de l'après-midi. D'avoir voulu remplacer la théorie par la pratique. C'est ce que nous cherchons à découvrir, en effet. Amsterdam dégagea une liasse de papier de la pochette rouge et la tendit à Véronique. Ceci est la liste officielle de tout le personnel hospitalisé à Beth au cours des 6 derniers mois, je pense. Celle-ci correspond au statut actuel des SCP humanoïdes de Beth sur la même période. Conformément aux procédures en vigueur, ces 2 listes ont été transmises par votre chef de service, le docteur Pashline, au quartier général du comité d'éthique, une majuscule, à Bloemfontein, en Afrique du Sud. Pourquoi c'est tiré ? Véronique connaissait ces listes. Elle les connaissait très bien même, puisque c'est elle qui les avait rédigées avant de les remettre à Paul. C'est donc qu'il les transmettait à son tour au comité. Quel fatras administratif. Mais elle ne comprenait toujours pas où Amsterdam voulait en venir. Ceux-ci, continua Amsterdam en tirant 2 nouvelles liasses de sa pochette, sont les 2 mêmes listes contenant les mêmes individus, les mêmes informations sur la même période de temps. À la différence notable qu'il s'agit des originales que vous avez fait rédiger de votre main et que vous avez vous-même transmises au docteur Bashline. Prêtez attention aux chiffres totaux à la fin, je vous prie. Interloquée, Véronique compara les résultats des 4 tableaux, ne voyant toujours pas ce qu'elle attendait d'elle.
Elle ne vit rien au début, et ce n'était pas étonnant, parce que les deux listes étaient strictement identiques. Paul n'avait fait que les prendre de sa main et les donner au comité. Il n'y avait aucune raison que... Attendez une seconde. Elle plissait les yeux et relit ce qu'elle venait de lire. Ce n'était pas possible, il devait y avoir une erreur. Elle posa le doigt sur le tableau de la liste qu'elle avait elle-même rédigée. Personnel décédé en hospitalisation totale, 16. Sur ce que Paul avait soi-disant transmis au comité. Personnel décédé en hospitalisation totale, 19. Rapide coup d'œil au statut des SCP. S'affiche d'abord. SCP décédé en confinement total, 1. La liste de Paul en indiquait 2. Il doit y avoir une erreur, dit-elle en fronçant les sourcils. Les deux listes ne correspondent pas. On dirait qu'il y a... une différence de 6 morts, oui, intervint Amsterdam. 2 entités SCP humanoïdes et 4 membres du personnel. Du personnel anormal, faut-il le préciser, que Foussa fait personnellement enregistré comme fifant et en convalescence, et qui apparaissent cependant dans la base de données du personnel comme ayant perdu la fille au cours de leur séjour à Bête. Foussa, si c'est le problème, je suppose. Vous ne voulez pas dire qu'ils auraient été détournés par les membres du projet pour servir de cobaye tout de même. Police croisa les bras. Amsterdam se contenta de rassembler les feuilles du dossier pour les replacer dans la pochette rouge. Leur silence à tous les deux était éloquent. C'était impossible. Elle connaissait Paul Bashline depuis plus de 10 ans. Et plus qu'un chef, elle le considérait comme un véritable ami. C'était probablement l'une des personnes les plus droites et les plus honnêtes de Beth. Jamais il n'aurait pu seulement songer à falsifier des documents aussi importants. Paul, le docteur Bashline, je veux dire, n'aurait jamais permis ça, s'indigna-t-elle. Ça, c'est ce que nous allons devoir... C'est ce que nous allons devoir nous confirmer, docteur Saint-Chagrin, dit l'agent police. Tenez. Elle sortit de sa sacoche une nouvelle pochette, bleue électrique cette fois. Véronique l'ouvrit et en sortit une unique feuille de papier. Son nom et sa photo figuraient sur l'entête. Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-elle, intriguée. Votre nomination au projet 500 FR1, ratifiée par la directrice du département médical en personne. Vous serez nos yeux et nos oreilles sur place. Véronique crut qu'elle allait faire une attaque. Elle se rejeta en arrière et ses doigts s'enfouirent profondément dans les accoudoirs de son fauteuil. Vous voulez que je serve d'espionne ? balbutia-t-elle. Elle sentit ses genoux trembler de façon incontrôlable. Je ne peux pas accepter ça. Police énuméra sur ses doigts. Vous êtes médecin, vous êtes manifestement honnête puisque vos listes ne sont pas truquées. Vous connaissez déjà plusieurs membres impliqués dans le projet, le docteur Bashline et Maillon notamment. Et surtout, nous avons un point de pression sur vous avec ce fameux trafic de canettes. Rien de bien méchant comparé à ce que nous soupçonnons vis-à-vis du projet, mais de quoi vous attirer de sérieux ennuis. Un licenciement pour faute grave sans indemnité par exemple, auquel s'ajouterait de lourdes difficultés pour retrouver un emploi dans la vie civile. Il manque un E. Votre appartement de Tripoli est bien un logement de fonction, je crois, non ? Mais c'est du chantage. Ouais. Il n'y a aucune chance que je débarque comme une fleur au milieu de ces... Elle buta sur le mot. Il aurait voulu trouver une insulte suffisamment méprisante pour qualifier les bouchers du projet, si boucherie il y avait, mais la présence du duo et le choc qu'elle venait de ressentir la mettait encore trop mal pour qu'elle se permette d'abandonner un semblant de tenue professionnelle. Au milieu de ces gens, reprit-elle. Le blâme dans votre dossier personnel concernant vos propositions d'expérimentation controversées sur certains humanoïdes devrait convaincre les plus tordus que vous pensez comme eux. Le blâme ? S'écria Véronique estomaquée. Les expérimentations ? Mais de quoi vous parlez, bon sang ? Les deux agents ne répondirent pas. Décidément, cela devait être une habitude chez eux de répondre aux questions par un silence. Un éclair de compréhension horrifié frappa soudain Véronique. Vous avez falsifié mon dossier personnel ! L'éternel sourire de l'homme du comité s'affaissa, sans pour autant disparaître totalement. Tandis que la femme de la sécurité apparaissait largement pour la première fois, tandis que celui de la femme de la sécurité apparaissait largement pour la première fois depuis le début de l'entretien. La fin justifie les moyens, d'acteur. Votre dossier sera propre comme un sous-neuf dès que nous nous estimerons satisfaits des preuves que vous nous apportez. Crimes contre l'humanité, détournement de budget, haute trahison, maltraitance de petits animaux à fourrure, peu importe. Transmettez-nous tout ce que vous pourrez et surtout donnez-nous des noms. Véronique ne savait pas si elle devait fondre en larmes ou éclater de fureur. Tout ça devenait beaucoup trop gros pour elle. Si seulement elle avait su se tenir loin de ces maudites canettes. Elle essaya encore de négocier. Ce que vous me demandez de faire est impossible. Nous nous fichons éperdument de l'impossible. Et s'ils me découvrent, tous interviendront. Et s'ils détournent une autre victime pendant que je suis là, vous n'interviendrez pas. Vous êtes sûr que vous ne préférez pas
Envoyez l'un de vos hommes, certaines. Donc je n'ai vraiment pas le choix. Vous ne l'avez pas. Véronique tombait à court d'arguments. Vaincue, elle s'affala dans son fauteuil et écarta les bras dans un geste résigné. Bon, je suppose que vous avez un papier quelconque à me faire signer. Ils en avaient un et ils signèrent tous les trois. Les deux agents eurent ensuite le culot de se permettre de lui serrer la main et de la féliciter. Elle avait la sale impression d'avoir signé un contrat dont elle ne maîtrisait pas toutes les clauses avec les avocats du diable. Ce n'est pas les départements que j'utilise pour ça, mais en effet, la fondation représente quelque chose de terrible parfois. Bienvenue dans le comité d'éthique, docteur Saint-Chagrin, lui dit Gunther Amsterdam toute dent dehors. Bienvenue dans la sécurité interne, renchérit Agathe Police en fronçant les sourcils. Au moment où ils s'apprêtaient tous les deux à sortir, Véronique se leva brusquement de son fauteuil pour les arrêter. Une seconde, j'ai une dernière question. Comment est-ce que vous êtes tombé sur ma liste? Comment avez-vous eu l'idée d'aller chercher plus loin que celle de Paul? Amsterdam et Police s'arrêtèrent, se regardèrent tous les deux, l'un l'autre sans rien dire. La différence de taille des deux agents était vraiment ridicule. La différence de taille, du coup. Et ils éclatèrent de rire. Ah, c'est une histoire vraiment... Comment il faut tirer tes chats? Cocasse, c'est ça. Une histoire vraiment cocasse. C'est votre cher ami et chef de service, le docteur Paul Bachlein, qui vous a dénoncé au comité d'éthique pour votre petit trafic de canettes. C'est en enquêtant sur vous à propos de cette petite broutille que l'agent Amsterdam a découvert le poteau rose. Comme quoi, la personne qui en dénonce une autre n'est pas toujours la plus innocente des deux. Véronique retomba sur son fauteuil. Allez, bonne soirée, docteur Saint-Chagrin. Ils sortirent de son bureau dans un nouvel éclat de rire. Lorsqu'elle fut certaine qu'ils étaient bien éloignés, Véronique sortit de son bureau et alla directement à son casier. La petite canette de goût extra light y tenait toujours, à peine entamée. Il devait bien en rester 2 ou 3 litres. Elle attrapa la canette, se rendit au WC de l'étage et la vida dans le premier évier qu'elle vit, en se promettant que plus jamais elle ne touchera cette merde. Compte rendu préliminaire concernant l'application du protocole Exodus relatif à la situation au sein de SCP-500-FR. Docteur. À 8h UTC plus 2, le 15 juillet 2026, la force de sécurité interne Roméo 707 a procédé à l'arrestation des responsables du projet 500FR1 et de plusieurs membres du personnel scientifique et administratif du site BET, avec l'aval du comité d'éthique et du conseil O5, après que plusieurs manquements à la charte d'éthique et de loyauté de la fondation SCP aient été constatés. Les 10 manquements incluaient détournement de fonds, détournement de ressources, meurtre avec préméditation et tentative de meurtre avec préméditation sur les membres du personnel actif, dispensable et entité SCP confinée, haute trahison et crime contre l'humanité. La décision que vous avez prise de confier le confinement de SCP-500-FR à des individus sans scrupules et corrompus, voilà, les accords vont pas du tout, a fortement entaché l'honneur et l'intégrité de la Fondation, ainsi que la confiance que nous avons placée en vous. La répercussion des dégâts humains, moraux et financiers de votre décision se poursuivra encore longtemps dans notre Fondation. De notre avis, vous n'auriez pas pu faire un plus mauvais choix. Cordialement, au 5-8. Bon bah c'était très bien. C'était très bien. Cependant, il y a une grosse arnaque, Charles. Je ne vais pas upvote ce rapport pour 2 raisons. La première, elle est temporaire. Il y a vraiment beaucoup de fautes. Et je parle pas de fautes d'accord ou de choses comme ça. Il manque plein de mots. Il y a plein de mots en trop. Il y a des formulations hyper hasardeuses. Tu t'es pas relu. S'il te plaît, relis-toi. Ça m'a vraiment dérangé souvent parce qu'en fait, c'est pas des... Je fais des fautes aussi, hein, et j'en fais pas mal, il suffit de voir le nombre de passages qu'il y a eu sur mes rapports. Ici, c'est pas des fautes d'accord, c'est pour beaucoup des fautes où tu n'utilises... En fait, où tu vas... On sent que c'est des phrases qui ont été remaniées, ou je sais pas ce qui se passe, mais des mots qui entrent en conflit, certains qui n'ont pas de raison d'être là, d'autres qui manquent. C'est assez désagréable à lire. Ensuite, sur cette deuxième partie, en fait... Le narrateur est du côté de Véronique sans chagrin. Le narrateur est du côté de Véronique sans chagrin. Qui découvre finalement le problème avec la fondation, qui découvre la problématique qui est en train de se passer au site Beth, qui elle est choquée en fait. Elle est choquée du début à la fin. Et donc nous, on est dans le même état de choc. En fait, parce qu'on suit le narrateur, on lit le narrateur. Et donc, quand on arrive à la fin, on n'a pas l'impression que c'est nous les responsables.
on a l'impression que c'est le docteur machin, etc. Je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle Paul Bachlein, voilà, le docteur Paul Bachlein et le directeur du site BET, etc., qui sont responsables de tout ça. Parce qu'on n'est pas du tout, en fait, on n'est pas du tout impliqué dedans. On est impliqué dans la vision qu'a le reste de la fondation. Donc je ressens pas de honte particulière. Et je ressens plutôt une double indignation. Une première indignation d'abord de ce qui se passe, et une deuxième indignation qu'on rejette sur la faute du lecteur ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que le lecteur n'a pas demandé à confier cette mission à Joseph Mengele. Le lecteur n'a pas demandé à confier cette mission à ces gens-là. Et jusqu'à la fin, on se doute qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on n'est pas du tout impliqué dans le projet qui s'est passé. Donc on n'a pas tant honte qu'on est plutôt indigné du résultat éventuellement de nos subalternes. C'est un petit peu... En fait, dans les deux cas, c'est pas de la honte qu'on ressent. Dans celui-ci, c'est de l'indignation, plutôt, et de la révolte. Et dans le précédent, c'était tellement cartoonesque, et moi j'ai beaucoup aimé, mais du coup c'était tellement cartoonesque et anormal que c'était plutôt de l'émerveillement et de la résignation à la fin, avec le commissaire. Donc pour moi, tes deux fins tapent toutes les deux, malheureusement, à côté de la honte. Et je sais que c'est très difficile de mettre en place les émotions. Nous, par exemple, dans notre rapport, c'est pas ce qui s'est passé. Enfin, on s'est bien chié dessus pour l'émotion parce qu'on a tiré nouveauté et qu'on n'avait aucune idée de qu'est-ce que ça voulait même de toute façon bien dire. Ici, le problème, c'est que tu t'emploies une forme très spécifique pour faire passer ta honte avec deux fins alternatives qui sont censées nous faire dire dans les deux cas qu'on a pris la mauvaise décision, mais dans les deux cas, c'est pas de la honte qu'on ressent. Et le fait qu'il y ait autant d'efforts qui soient déployés pour nous faire ressentir de la honte et qu'on n'en ressente pas, fait malheureusement que pour moi, je ne peux pas voter. Et puis il y a les problèmes de faute. Même si les problèmes de faute... Putain. Oh mais tu t'es chié dessus. Charles. Les liens que t'as mis, c'est les liens vers les fragments et pas vers les offsets. J'irai modifier ton code. Donc, tes contraintes étaient... On va regarder ça. Le concours des 10 ans. Honte, stérile, 3 Portlands, antiquité. Alors l'antiquité elle est présente, les 3 Portlands sont présents. L'esthétique stérile, je trouve très peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, rien ne se passe du tout dans le monde plat et vide. L'espèce de disque qui se balade à la frontière franco-espagnole. En fait, il s'est abordé rapidement, mais rien ne se passe à cet endroit-là. Le rapport n'a rien de stérile en fait. L'esthétique stérile, elle est presque absente. Elle apparaît juste genre vite fait dans la construction, enfin dans la description de l'anomalie, mais en fait on n'entend jamais parler de ce ghetto en question. Donc compliqué. Et la honte, du coup, beaucoup d'efforts, mais les deux fois ça tape à côté. Ce sera un no-vote, puis un no-vote après le concours, par contre, parce que le rapport en question est de très bonne qualité. J'ai beaucoup aimé. J'ai du mal à saisir pourquoi c'est Keter, par contre, et pourquoi il y a le niveau de menace est orange. Puisqu'en fait, dans les deux cas, enfin dans un cas, le confinement est très facile, c'est des entités normales, enfin non anormales, qui constituent cette civilisation, et du coup leur niveau de menace est très faible et leur classe aussi. Donc ça c'est dans le protocole Exodus. Et dans le protocole Pilate, c'est neutralisé, parce qu'en fait ils sont morts. Donc ça j'ai un peu du mal à comprendre. Mais bon. Voilà. Sur ce,
Je vais passer à une proposition suivante. Je pense que je vais faire Malero juste derrière. Et puis, bisous.